est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette approche neurocentrique par rapport à l'entraînement? En quoi ça diffère d'une préparation physique peut-être en guillemets classique comme tu viens de le mentionner? Donc déjà, je tiens à préciser aussi, c'est que en fait, cette approche neurocentrique, elle n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est pas quelque chose de révolutionnaire qu'on va découvrir. Maintenant, le problème, c'est qu'avant, les gens, ils utilisaient beaucoup plus tous leurs sens, leurs yeux. Je prends un exemple, ils allaient chasser, peut-être qu'ils travaillaient plus leurs yeux, ils travaillaient leur précision. La chasse, on sait que ça se perd. Je ne dis pas Mhm, que c'est bien ou pas bien. Avant, on travaillait beaucoup plus dans le secteur primaire, manuel. On travaillait avec nos mains, nos pieds, dans le froid. Euh, on travaillait plus debout, moins assis. Et en fait, cette approche neurocentrique, c'est d'optimiser tout ce qui peut être optimisé. Donc, de déceler déjà de 1 toutes les zones qui sont sous-activées. Ça mhm, peut être la vision, ça peut être l'équilibre, ça peut être le sensoriel, etc. Et en deuxième phase, de les développer indépendamment une de l'autre. Et en troisième phase, c'est de les intégrer ensemble. mhm, Et ça donne des résultats énormes. Et actuellement, dans l'industrie du fitness, si je prends le milieu où je travaille, c'est que 90%, 95% des coachs sont output centriques. Ça veut dire que, OK, tu as des sélections, tu dois marcher 100 km avec un pactage de 40 kg, ben, va marcher pendant 6 semaines une distance qui est donnée. Ça, c'est output centrique. Je te donne des exos à faire qui sont liés à tes tests. Et neurocentrique, c'est de dire quelles sont tes lacunes. Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu as un bon équilibre? Est-ce que tu as des problèmes aussi niveau renfort? Ça reste. Est-ce que tu as des problèmes de sommeil, de concentration, etc., etc. Et après, de travailler là-dessus. Parce qu'on sait que le cerveau et le corps humain, c'est holistique. Tout est lié. mhm. Tout. Donc, tu peux passer des années à t'entraîner pour un marathon et courir, mais si tu as des problèmes de système vestibulaire, notamment les sacules, c'est le fait de faire ça, Mhm. bah, tu peux courir comme tu veux, c'est tout le temps quelque chose qui ne va pas. Et le cerveau, il fonctionne de deux manières. Il se pose toujours une question. Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est safe ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est safe de courir comme ça alors que cette zone est sous-activée? Mhm. Si la réponse est non, le cerveau va envoyer des outputs de protection. Les outputs de protection, ça peut être des crampes, manque de mobilité, manque de force, même des pensées négatives, ça va très loin. Et si maintenant tu es bon dans ces activations, dans ces sens, le cerveau il va se diriger vers des outputs de performance qui va te faire courir plus vite, plus longtemps, plus résistant, mieux dormir, etc. Donc, Et donc, voilà l'approche neurocentrique. dans le cadre de l'endurance, est-ce que tu peux donner un ou deux exemples pratiques de quels exercices peuvent être bénéfiques pour des personnes qui ont peut-être des déficiences potentiellement du système vestibulaire, par exemple? Alors, si tu parles de cardio, c'est un thème que je suis en train d'étudier d'ailleurs qui est super intéressant. C'est déjà de se poser la question, est-ce que tu respires bien? Est-ce que dans la journée entière, tu respires ou est-ce que tu fais de l'apnée inconscient? Est-ce que quand tu fais des exos à la salle ou quand tu cours, tu respires bien? Qu'est-ce que c'est respirer bien? Et là, par exemple, c'est de prendre les fondamentaux de la respiration. Respiration avec le ventre, avec les côtes, avec les poumons, avoir une respiration 3 dimensions. Et si tu arrives à travailler ça, dans ta course, tu pourras l'intégrer et optimiser ta course. Tu seras plus endurant. Donc ça, c'est un exemple avec la respiration. Mhm. Et si actuellement, tu dis à ton client en courant, pense à ta respi, ce sera trop d'infos pour lui. Parce que déjà, courir, c'est technique. Et du coup, il faut isoler chaque exo et après l'intégrer. Maintenant, au niveau vestibulaire, j'ai toujours cet exemple, par exemple, j'ai coaché pas mal de crossfitters aussi qui veulent atteindre les double unders, donc les doubles tours de corde. Mhm. J'ai remarqué, ça fait quoi maintenant, bientôt 10 ans que je coach ça, il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Donc, tu as beau leur dire, tourne les poignets, saute moins haut que les jambes, etc. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Et ça, j'ai remarqué, ça peut être dû à une déficience vestibulaire. C'est ces sacules. C'est le fait de faire des up-down. Mhm. Si le cerveau, il y voit une menace dans ces up-down, parce que c'est déficient, il va y avoir des problèmes de coordination, d'apnée, de concentration, etc., qui fait que tu rates le double unders. Donc ça, c'est Mhm. deux exemples de cardio peut-être.
Ouais, c'est des bons exemples. Est-ce que tu aurais potentiellement d'autres exemples, peut-être pour changer un petit peu de domaine, axés plus au niveau du renforcement musculaire, du travail de la force? Donc, quels sont peut-être les limiteurs potentiels ou les limiteurs communs au niveau neuro qui vont avoir une influence sur ces choses-là? Il y en a vraiment une multitude. On pourrait parler de ça des jours aussi. Mais je te donne un exemple. On peut parler d'haltérophilie, ça te va? Vas-y, vas-y. C'est quand même de la force aussi. L'haltérophilie, c'est un effort très court, très intense, mais dans ce mouvement-là, tu dois être capable d'avoir une contraction à 100%, mais aussi des phases de décontraction pour être rapide et explosif. Et du coup, un des facteurs neurocentriques, c'est de travailler la contraction-décontraction. Et ça, c'est un skill, ça s'apprend. On voit souvent des gens qui sont plutôt axés crispés, ils vont faire un snatch crispé. Et du coup, ils perdent en vitesse, et du coup, ils perdent en amplitude, ils ne vont pas pouvoir soulever lourd. Au contraire, des gars qui arrivent à être détendus, mais qu'au bon moment, ils arrivent à être explosifs, décrispés et recrispés. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne, le contract, relax. Mhm. Et ouais, ça, c'est un exemple que j'ai qui s'applique aussi. C'est la capacité de fournir 100% de contraction dans un court laps de temps. Et si tu ne l'entraînes pas, ton corps il va être capable de générer 80-90% de puissance, mais jamais 100. Parce que tu ne l'as jamais entraîné. Et là, il y a tout le travail isométrique, à mon avis, qui est très intéressant. Mhm. L'isométrique concentrique, isométrique excentrique, il y a différentes manières de le travailler. Et ça permet au cerveau de rendre cet isométrique plus prévisible pour lui. Parce que dans un snatch, il n'aura plus le temps de trop penser, lui. Et du coup, si tu n'as pas entraîné cette isométrique, ou ouais, je donne un exemple. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ouais, dans un jerk, tu fais un speed jerk, tu dois être capable à l'atterrissage d'être en isométrique et de bloquer la charge. Mhm. Si tu ne t'isoles pas dans l'entraînement et t'entraînes ça, le cerveau il ne va pas être capable de fournir 100% d'isométrique. Et du coup, Mhm. tu vas rater ton jerk. Donc, output centrique, entraîne ton jerk. Neurocentrique, travaille le contract relax, travaille l'isométrique concentrique, etc. Ouais, pour revenir sur le cycle de contraction et de relâchement des unités moteurs, des fibres musculaires, ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. On voit la plus grosse différence entre un athlète amateur et un athlète de haut niveau. Ça ne va pas être sa vitesse de contraction, ça va être sa vitesse de relaxation, comme tu as dit. Donc, relâcher pour ensuite recontracter derrière et avoir un cycle plus court et donc pouvoir produire une force plus grande. Au niveau pratique, peut-être alors c'est des choses importantes. J'utilise le terme détail, mais pas pour, on va dire, diminuer ces aspects-là. Mais donc alors disons simplement tout l'aspect neuro. Comment est-ce que tu l'intègres dans une séance d'entraînement, par exemple, avec tes clients? Est-ce que ça se passe dans l'échauffement? Est-ce que c'est entre certains exercices de renforcement, peut-être de cardio? Comment est-ce que tu structures ça au jour le jour? Pour moi, la neuro, de nouveau, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est pas un truc. Des fois, les gens disent ah, c'est ton truc neuro. Non, tout est neuro. Le fait que tu fasses des biceps curls, c'est de la neuro, c'est de la Mm. proprioception. OK? Maintenant, du coup, c'est clair qu'en première phase, il y a déjà un interview, ou bien un screening, j'appelle ça. C'est savoir quels sont les objectifs du client. Qu'est-ce qu'il veut vraiment atteindre? Et là, ça commence déjà la neuro dans le sens, est-ce que tes objectifs, tu les fais pour toi ou tu les fais pour les autres ou pour ton ego? Parce que si tu veux des résultats, si tu veux tenir à tes objectifs, il faut que tu le fasses pour toi. Et j'ai vu tellement de centaines de clients qui font, je sais pas, on parle de CrossFit par exemple, juste, peut-être inconsciemment, pour montrer qu'ils sont plus forts qu'un autre, même si c'est inconscient. Et du coup, c'est des trucs qui vont jamais tenir et la personne va être dégoûtée parce qu'on Mm. sait que pour atteindre ses objectifs, c'est beaucoup de travail. Donc, déjà, première phase, la phase zéro, c'est discuter, c'est fixer les objectifs. Après, c'est de l'history taken, ça veut dire euh, quel est ton passé, quelles sont tes blessures, tes accidents, qu'est-ce que tu prends comme médicament, est-ce que tu expérimentes des maux de tête, etc., etc. Et suite à ça, il y a un assessment que je fais. Est-ce que tu as une bonne vision, un bon équilibre? Est-ce que tu es bon sensoriellement?
souplesse, force, etc. Et après ça, je peux coacher la personne d'après ce qu'elle a besoin de bosser, c'est-à-dire les zones sous-activées. Mhm. Maintenant, les exos, ils sont incorporés tout le temps. Si une personne a besoin de respirer, ben, je vais leur faire faire des squats en faisant des exercices de respiration. Ce n'est pas un peu de respi warm-up et après on l'oublie. C'est tout le temps. Et moi, je suis aussi énormément fan de donner des devoirs. Les gens, ils rigolent quand je dis devoirs. C'est le fait que les gens, ils doivent pratiquer ça toute la journée. La Mhm. neuroplasticité, ça fonctionne, ça se module, ça change si tu le fais fréquemment. Et à mon avis, ça ne sert à rien de faire une fois par jour 5 minutes de rétention vide, par exemple pour la respi. Il faut que tu le fasses 3 à 5 fois par jour, un petit peu, pour que ça s'intègre et que ça change dans le cerveau. Mhm. Voilà. Donc, Et il y a aussi toute une partie de vision. Si on reparle de force, la question que tu as posée tout à l'heure, ce n'est pas simplement, OK, serrer les abdos fessiers, contracter les omoplates, descendre, monter. C'est où c'est que tu regardes? Est-ce que tu dois regarder en haut pendant un squat, en bas pendant un squat? Parce que tout change. Donc, c'est très, très holistique, mais les résultats sont vraiment extraordinaires. est-ce que tu peux donner peut-être deux, trois exemples de devoirs que tu donnes à tes clients, des choses qu'ils doivent faire à la maison et que tu as vu au cours du temps apportent des résultats qui sont positifs? Oui, tout à fait. Alors, j'essaie de trouver un thème. Ok, un petit enfant. J'ai eu un enfant, 5-6 ans, une fille qui tombait fréquemment. Elle a des Mhm. bleus partout, en fait. Problème d'équilibre, problème d'orientation dans l'espace. Elle se tapait, elle tombait. Problème de concentration aussi. On a discuté, fixé les objectifs avec les parents, un assessment, et ensuite on a fait les exos. Maintenant, ces devoirs à elle, j'ai pas mal joué avec des balles de tennis. Je ne sais pas si j'en ai une ici. Non. En fait, c'est des balles de tennis où tu notes des chiffres et des lettres dessus. Mhm. Et du coup, je lui lançais la balle, elle devait la réceptionner en regardant le chiffre qu'il y avait dessus. Donc ça va augmenter la vision, certes, mais aussi la concentration durant l'exercice. Mhm. Et après, je lui ai fait des exercices. Qu'est-ce qu'on a fait encore? De l'équilibre. Je lui ai fait pas mal marcher vers l'arrière. Elle devait marcher en regardant en arrière. Par exemple, donc tu actives le vestibulaire, le Mhm. canal semi-horizontal, et en plus, elle avait commencé à travailler dans l'orientation dans l'espace. Donc, je te donne, on en a fait 3 ou 4 d'exercices. Maintenant, avec ses parents, je lui ai dit, tu dois faire ça 3 fois par jour, matin, midi, soir. Un peu de jeu de balle, un peu de marcher, courir, regarder en arrière, de côté, etc. Après, je l'ai vu une fois par semaine seulement. Le reste, c'est les parents, elles, qui faisaient les devoirs. Mhm. Après 4 séances, un mois, elle ne tombait plus déjà. Mhm. Donc ça, c'est neurocentrique. C'est super intéressant comme approche et comme tu as dit, c'est pas isolé et tu donnes juste deux, trois exercices en début de séance ou en fin de séance. C'est vraiment, tu essayes d'intégrer ce concept dans toutes les choses que tu fais et que tu fais avec tes clients aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu intégrer aussi pour toi-même au niveau compétitif? Je sais que tu as fait beaucoup de compétitions dans les sports différents, strongman, powerlifting, tu as parlé même des arts martiaux plutôt dans ta carrière d'athlète. Est-ce que tu avais déjà cette approche-là ou est-ce que c'est venu plus tard? Alors, euh, tu poses des bonnes questions. Euh, Ce que je remarque chez moi, et j'ai de la chance, c'est qu'il y a plein de choses que j'ai fait inconsciemment. En fait, je suis en train de repenser à autre chose dans ma tête. Euh, Tout le monde connaît Mike Horn. C'est un gars que moi, c'était mon motivateur pour l'armée et tout, et je Ouais. continue de le suivre. Et puis, j'ai coaché sa fille un jour. Et puis, j'ai pu parler avec. Puis, j'ai dit, je lui ai montré mon approche neurocentrique. Puis, je lui ai dit, tu sais, je pense que ton papa, il fait tout ce qu'il a à faire, mais inconsciemment. Il utilise ses yeux, il utilise son sensoriel, il l'utilise sans le savoir. Et pour répondre à ta question, j'ai eu de la chance pendant les arts martiaux, depuis tout jeune, c'est de pouvoir utiliser beaucoup de choses inconsciemment de cette neuro. Mm. Pourquoi ça, c'est un autre thème, c'est qu'à mon avis, quand tu es gamin, il y a plein de choses que tu as et que tu perds à cause de l'environnement extérieur. T'exposer au froid, le thème du gras brun qu'on connaît peut-être, le gras brun qui permet de se réchauffer. Mhm. Tout
a du gras brun, mais on perd la capacité de l'utiliser quand on a froid. Pourquoi on perd la capacité? Parce qu'on n'est plus exposé au froid. OK? Mhm. Par contre, on a vu que les gamins, ils arrivent beaucoup plus à activer ce gras brun. Malheureusement, ils le perdent parce qu'on les habille tout le temps. Ouais, il fait froid, fais gaffe, tu vas tomber malade, etc. Et ça, on parle de gras brun, mais c'est la même chose pour la course. Regarde, chaque gamin, comme ils savent bien courir, ils tombent, ils utilisent la gravité, ils sont relâchés. Euh, les gamins, ils sont souples généralement. Ils squattent le cul au sol. Ils font des bear crawl à quatre pattes pendant des mètres et des mètres. Et ça, on le perd à cause, de nouveau, qu'on perd en rusticité, qu'on est aussi désinformé par rapport au froid. Le froid égale maladie. C'est totalement faux. Okay? Et du coup, pour ma part, j'ai eu la chance de rester toujours rustique. J'ai eu des parents qui m'ont éduqué comme ça, rusticité, simplicité et beaucoup de polyvalence aussi. Maintenant, le deuxième sujet, c'est tout ce qui est sport de force. De base, je ne suis pas du tout un gars fort, je ne le suis toujours pas, mais j'ai travaillé très dur pour mes perfs. Et là, la neuro m'a énormément aidé, notamment les yeux, ou regarder pendant un squat. Parce que mon squat, au début, j'avais un squat, quand j'ai commencé le CrossFit, je ne sais pas, 140 kilos, 120, allez, il y a 8 ans, 120 kilos squat, c'est peanut. Et là, j'ai fait un 225 squat en compète, raw, sans matériel. Tu vas me dire, c'est pas énorme, mais c'est sans drogue aussi. Ça, je tiens à préciser. Il y a énormément de personnes qui cèdent. Je parle de drogue, mais voilà, testo, il y a plein de compléments illégaux qui aident. Moi, j'ai jamais fait ça. Et du coup, j'ai eu une période où je stagnais dans mes perfs. Et puis, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de deadlifter 300 kilos. J'ai deux choix. Enfin, à l'époque, j'en avais qu'un. Bah, c'est prendre de la magie. Je dis, ouais, mais moi, j'ai jamais trop aimé ça éthiquement. Et puis, je suis fan du corps humain. Qu'est-ce qu'il est vraiment capable de faire de lui-même sans aide? Et c'est là que je suis tombé sur cette approche neuro. C'est Ramon de CrossFit Ball qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, mais regarde, fais les formations et tout. Puis j'ai commencé, je dis, mais mon Dieu bleu, c'est incroyable, quoi. Et après, ben, des squats plus lourds, des deadlifts plus lourds, 2 fois moins d'entraînement, 2 fois moins de reps pour arriver au résultat. Et là, on arrive au sujet, c'est de la dose effective. Et ça, pour moi, c'est un truc primordial. C'est si tu as mal au crâne, tu prends un demi-aspirine, ça passe toujours pas. Tu prends le deuxième, ça passe. OK? Si tu prends 4 aspirines, tu auras des effets néfastes. C'est la même chose avec tous les entraînements. Et c'est super important de trouver la dose effective pour les entraînements. Et on a tendance, moi le premier, j'ai eu fait beaucoup trop. Et du coup, tu crées de la fatigue, des blessures, de la stagnation. Quand tu es jeune, tu t'en fous. Mais quand tu commences à prendre de l'âge, bah, tu te blesses trop vite, tu es fatigué, tu as un business à côté, etc. Et du coup, cette dose effective, pour moi, elle m'a vraiment boosté mes perfs et aussi tout ce qui est mindset familial et professionnel. Bosser moins, bosser mieux. Parce que plus concentré, parce que voilà, travailler mes lacunes. Et voilà. Donc, qu'est-ce que si tu devais comparer le avant et après, comme tu as dit, la dose effective, c'est un concept qui est super intéressant et très important à mon avis aussi. Quelles ont été les plus grosses différences dans ta façon de t'entraîner par rapport à maintenant que tu penses plus à cette dose effective par rapport à avant quand tu essayais de peut-être tout faire tout le temps? Regarde, un entraînement power avant un championnat d'Europe en Lituanie, je passais, allez, 2 heures, 2 heures et demie, un entraînement. C'est cool quand tu n'as pas un business et une famille. Là, j'ai un petit enfant aussi. J'ai envie de le voir. Félicitations. Ouais, bien sûr. Alors, échauffement, 30 minutes, 10 minutes de rouleau sur le dos, des trucs de mobilité à gauche, à droite, parce qu'on m'a dit que c'était bien. Mais est-ce que ça me mettait bien à moi? Et ça, je ne le savais pas. Et là, on parle du principe assess, reassess. Est-ce que le rouleau 10 minutes sur les ischios, sur le bas du dos, m'a été utile? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assessé. Et là, tu peux, je ne sais pas si tu connais Kelly Starrett de Mobility. Il parle toujours, au début, je ne l'avais pas bien compris, mais c'est toujours test your mobility and then do the drill and retest. Pourquoi? Parce que moi, un rouleau, j'ai vu que ça ne me servait à rien, en fait. Parce que c'est des tissus particuliers, je n'avais pas besoin de travailler.
Et moi, du coup, un échauffement est passé de 30 minutes à 10 minutes. 10 minutes, je suis échauffé. Des séries de chauffe back squat, 5 x 20, 5 x 70, 5 x 120, 5 x 150, 4 fois nanani, c'est passé à 70, 130, 170, 200 par exemple, tu vois. Donc, il y a un gain de temps énorme et du coup, un gain d'énergie et d'être capable de fournir le full potential quand on a besoin. Et je vois aussi dans le monde du CrossFit, pour venir au CrossFit, c'est que les gens ont tendance à énormément s'échauffer pour un WOD de 10 minutes. Mais dans les 10 minutes, ils ne vont jamais avoir du jeu s'ils s'échauffent 1 heure. Ils font tous les exos, mobility, je dois faire ça. Mais est-ce que c'est bien pour toi? Je ne suis pas sûr. Et ouais, du coup, ça a changé vraiment. Maintenant, actuellement, je m'entraîne 45 à 1 heure par jour seulement. Je n'ai jamais été aussi souple. Ma vision s'est énormément améliorée. 20, 13 par œil gauche, œil droite. Avant, j'étais à du 20, 11. Donc, la vision est un skill qui s'entraîne. Ouais. L'équilibre n'a jamais été aussi bonne. La souplesse, je l'ai déjà dit. L'endurance, la concentration. 45 minutes par jour et quelques homework aussi. Donc, tu as dit que tu as pu, au travers de tes entraînements, améliorer ta vision. C'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent. Et on se dit, ben voilà, le chiffre que j'ai si je fais mon test de vision, ça, c'est moi. Et quoi qu'il arrive…